Vincent Lavoie, merci d'être avec nous et d'être au balado L'Art et le show. On est bien contente que tu profites de ton temps au Québec pour venir nous jaser. Ben oui, en plus, selon tes stories, t'es arrivé hier. Oui, c'est ça. Je viens juste de débarquer de l'avion. Fait que jugez pas mes lèvres sèches. Ça sort du vol. À notre balado, je m'en dire à notre émission, Ouais, c'est ça. on aime toujours laisser les humains, les gens se présenter. Fait que on veut savoir c'est quoi les titres, les chapeaux que tu utilises quand tu parles de toi, de ta carrière. Écoute, mon nom c'est Vincent Lavoie. Je suis artiste de cirque. Puis ma carrière en fait qui m'a mené vers le cirque. Avant j'étais gymnaste. Donc, j'ai fait l'équipe canadienne en tumbling. Donc, c'est souvent les deux référents que les gens vont avoir, soit ma carrière acrobatique et de compétition ou artistique côté du cirque. Ah, mais je suis contente que tu aies dit artiste de cirque parce qu'on dirait, je me demandais si circassien, c'était un terme que vous utilisiez ou si justement tu te décrivais plus comme... Parce que je trouve qu'il y a une zone, il y a une nuance, tu sais, comme les athlètes de cirque, c'est ça, tu sais, je portais à dire artiste de cirque, mais c'est aussi athlète de cirque comme toi. Est-ce que tu t'associes plus au côté artistique du Cirque du Soleil ou le côté athlétique, surtout vu que tu as un background d'athlète, c'est professionnel, tu sais, tu étais champion canadien et tout? Mais c'est vraiment propre à chaque personne, je pense. Circassien, c'est pas vraiment un terme qui me vient... naturellement, je pense que c'est surtout qu'au travail, c'est beaucoup l'anglais qui est favorisé. Donc, circus artist, c'est comme la traduction que je vais avoir, donc artiste de cirque. Puis, je pense que c'est une transition qui se fait graduellement. Quand je suis arrivé, j'étais vraiment comme athlète à l'intérieur d'un spectacle. Et plus tu te laisses comme guider et tu vis à travers l'art qui est le spectacle, tu peux, en fait, devenir un artiste de cirque. Puis la nuance est là parce qu'il y a des gens qui font des écoles ou qui viennent de familles traditionnelles qui vont dire que les gens qui arrivent de la compétition deviennent pas toujours un artiste de cirque, ils restent dans leur cadre qui est assez rigide, qui porte pas vraiment à la fluidité puis la créativité qui vient avec le terme artiste de cirque. Mais si tu te laisses porter... Toi, tu te l'as approprié. Oui, nice. Vraiment. Puis, c'est venu aussi avec le temps puis ma préparation vers mon premier contrat. En parlant avec la recruteuse du cirque, elle me guidait un peu puis disait « Ah, il faudrait que tu fasses un peu plus des choses artistiques. » C'est là que j'ai fait mon deck en danse à Drummond, là où on s'est rencontrés. Oui. Puis, à travers ça, j'ai commencé mon cheminement vers le titre artiste. Puis, avec les années, je me le suis vraiment approprié. Ah, cool. On aime ça aussi pour briser la glace. Oui. De faire des petites questions en rafale qu'on a préparées, que tu peux piger ou lire, puis répondre comme tu le sens. Ta chanson franco go-to au karaoké. Parce que moi, je sais que tu es un grand adepte du karaoké. Oui. Je sais que t'aimes chanter les Backstreet Boys, mais ici, on aime... le franco. Regarde, c'est ça. Le québécois. On veut savoir. OK. Franco. Je te dirais que la première chanson que j'ai dû faire, c'était Etc. de Gabriel des Trois Maisons. Ah, c'est une bonne chanson de karaoké. Vraiment bonne. C'est chaud. C'est dangereux. Ouais. Très dangereux au karaoké. Oui. Parce que je pense que je connais plus juste le refrain. Les couplets sont pas très ancrés en moi parce qu'on était jeunes et les paroles, là, ça s'envole. Sinon, voyons, c'est quoi la toune? La machine à café, là. La chicane? Ouais, la chicane. La c'est chicane, ça. C'est fou. À toutes les fois que les gens pensent à cette chanson-là, assis sur le bord de la machine à café. En train de... Oui, c'est la chicane. En train de... Et c'est là que j'ai vu... Je vais m'arrêter là. Oh my God! Je vais m'arrêter là, mais c'est une chanson de la chicane. Parle-moi pas. En tout cas, joue-moi de la guitare. Okay. Mais j'ai dit que j'allais arrêter, fait que je vais arrêter. Je vais avoir le titre, je suis vraiment... que t'étais vraiment bonne en danse, mais pas tant en chant. Non, du tout. Là. Mes élèves, ils se bouchent les oreilles quand j'ose chanter. Cinéma en solo, oui ou non?
Écoute, quand j'étais jeune, je t'aurais dit absolument pas. C'est un no-go, c'est une sortie sociale. Mais dans mes années où j'ai travaillé à la billetterie du Centre culturel à Drummondville, maintenant la Maison des Arts, Desjardins Drummondville, le nom le plus long pour une salle de théâtre, il y a une dame qui est venue chercher ses billets, puis elle était seule. Et c'était une dame d'un certain âge, je pense qu'elle était peut-être 70-80. Puis ça faisait longtemps qu'elle avait perdu son mari. Puis elle m'a expliqué, elle m'a dit, tu sais, avant, quand il est décédé, je m'évitais, puis je sortais pas, puis je faisais rien. Puis là, j'étais comme prise à la maison. Puis elle dit, maintenant, j'y vais en solo. Puis une fois que t'es rendu dans la salle, que ce soit de cinéma ou de spectacle, quand le show commence ou le film commence, t'es tout seul. T'es en silence, donc pourquoi tu te prives de ce moment-là? Ouais. Tu t'optes d'aller en solo. C'est le fun que ça soit à ce moment-là que t'es fait « Hey, je vais aller au cinéma tout seul. » Ouais. Puis ce soir-là, je suis allé au cinéma seul. Et, tu te rappelles du film que t'as vu? Je me rappelle très bien du film parce que c'était vraiment pas un film que... C'était la deuxième fois que j'allais le voir. OK. J'étais comme, my God, tellement inspiré. Je vais aller voir le film. C'est avec Karine Vanasse, La Polytechnique. Donc, j'avais déjà vu le film, je connaissais l'histoire. C'est pas un film que tu vas revoir 2 fois. Exactement, c'est comme... Est-ce que la première fois, tu l'as vu avec des gens, puis là, tu l'as revu tout seul? Exact. OK, c'est drôle, c'est comme un petit... T'avais une petite porte de... Ouais, t'avais déjà une petite zone de confort. Exact, comme je connais le film. Je connais le film, c'est ça, oui. Puis je connaissais l'histoire aussi avant même de le voir la première fois. T'as brisé la glace de cinéma solo avec quelque chose que t'as déjà vu, c'est quand même Mais bon. de très traumatique. Ouais, c'est ça. Mon Dieu. Je pense que peut-être le trauma du film... Je m'attendais à genre le tout pour le tout. Le trauma du film était tellement plus grand que le trauma d'aller au cinéma toute seule. Que ça a peut-être apaisé mes inquiétudes. Mais ça me fascine, tu sais. Moi, je vais au cinéma tout seul, je vais voir des... Tu sais, j'haïs tellement ça attendre après le monde, puis consommer de l'art, comme je vais y aller. Puis, mais je réalise que je pense que c'est pas la majorité des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont allés au resto tout seul, qui sont pas capables de faire ça. Un inconfort, là, une gêne. C'est une conversation que j'ai souvent eue avec une de mes amies, qu'une fois, elle voulait venir me voir en spectacle, mais elle a choqué parce qu'elle était toute seule. Mais j'étais comme... C'est vrai que là, j'étais sur scène, mais tu sais, après ça, j'aurais pris une bière avec toi. Tu sais, j'étais comme... T'as fait quoi? Ça veut dire que tu t'es privé d'une soirée qui te tentait parce qu'il y avait personne. Tu sais, je trouve ça... Mais je pense qu'il y a quelque chose de très... dans l'inconscient collectif, là, qu'on associe ça. C'est comme si on est resté dans nos traumas, j'ai envie de dire, d'adolescence ou d'enfant, que d'être seul, c'est comme, entre guillemets... loser, tu sais, c'est comme si c'était le rejet, tu sais, on a l'image de la personne qui mange seule à la cafétéria, l'image de la personne toute seule dans l'auditorium. On associe en fait la solitude à ne pas avoir d'amis et de cercles sociaux, alors que avoir des activités, tu sais, on valorise beaucoup le self-care à la maison, être seul à la maison, avoir les moments pas pour devant soi, les autres. mais pas devant les autres. Fait que je pense que il y a juste, c'est vraiment juste, faut que tu brises la glace. C'est vrai que d'arriver dans un lieu, même moi le restaurant m'effraie plus peut-être comme cinéma, musée, name it, spectacle, c'est une activité très solitaire pour moi qui me dérange pas du tout. Mais tu sais, arriver au resto parce que t'as le réflexe, les gens vont souvent t'accueillir avec comme pour combien. Puis là, t'es comme seul. Puis ce qui est le plus gênant dans l'expérience, c'est quand tu t'assois à la table puis ils viennent chercher comme l'autre assiette, le napperon, les ustensiles. T'es comme. Mais moi, je m'assois toujours au bar quand je suis seule parce qu'il y a un potentiel aussi d'avoir une conversation avec le staff. Puis d'autres gens toutes seules. Puis je trouve que c'est quand même le fun. Mais c'est vrai qu'au resto, j'avoue, plus intimidant. Salle de spectacle, cinéma, musée. Je veux dire, anyway, comme tu dis, c'est un... Anyway, tu parles pas là, pendant. Fait que quand même que tu serais tout seul. C'est sûr qu'il y a le feeling quand tu finis de partager à quelqu'un qui est le fun. Quand quelque chose était vraiment marquant. Mais je trouve ça le fun quand c'est vraiment positif. En même temps, quand c'est négatif, mettons, s'il y a un spectacle que je sais qui va beaucoup m'affecter, là, aller voir un spectacle d'Alexandra Streliski ou aller voir Polytechnique, je trouve que c'est des expériences tellement intimes que j'aime mieux quand ça finit à être tout seul avec mes émotions puis le digérer. Tu sais, quand c'est drôle, t'en parles à l'autre, mais quand c'est triste, je suis comme, moi, je sais pas, là, si j'ai envie que moi, je vais digérer. Le digérer, c'est ça, puis on va en parler plus tard. Oui, c'est ça. Ce que je trouve tough, c'est que, mettons, quand je m'en vais avec des gens que, mettons, mon chum va peut-être plus venir parce que c'est plus moi qui ai envie de voir le film. Fait qu'on dirait que mon écoute est divisée par est-ce que la personne a autant de fun que moi. Puis ça, j'aime ça parce que j'aimerais ça me concentrer puis pas penser au plaisir de l'autre personne. Mais ça, c'est le pire des feelings. Puis
ce que j'explique aux gens quand je voyage beaucoup en solo, puis qu'ils me demandent, ils disent, tu veux pas comme avoir quelqu'un avec toi, puis partager ce moment-là. Mais quand, c'est sûr que là, être sur la route en tournée 365 jours par année, j'ai besoin de mon temps toute seule et décompresser. Mais si j'amène quelqu'un sur le voyage avec moi, je vais toujours me poser la question, il voulait-tu aller voir ça? Il voulait-tu... Moi, je l'ai vu, ça fait 15 secondes qu'on est ici, j'ai pas besoin de rester plus longtemps, mais là, la personne, elle veut-tu... Rester encore là. Rester du bonheur de l'autre, c'est... Si je dis on revire de bord, elle va être en maudit parce que je l'ai amené ici, puis c'était à 1 heure de char ou... Puis ça a duré 15 whatever, minutes. C'est comme... Puis c'est le même feeling, j'imagine, quand t'amènes quelqu'un voir un spectacle qui est vraiment hors de leur moi, zone de confort. Parfois, je suis comme, Qu'est-ce que la personne va aimer je vais ça? sentir là, de la personne à côté de moi. Ouais. Mais sinon, moi, j'essaie tout le temps de me rappeler, en tout cas, pour un petit truc pour les gens qui sont peut-être sur le bord d'aller consommer quelque chose tout seul puis qui sont gênés. Mais moi, là, quand je suis dans un endroit puis je vois quelqu'un tout seul, là, je m'en fous un peu. Là. Je suis pas en train de juger la personne qui est seule. Mais non, jamais quelqu'un a dit « Oh mon Dieu, cette personne est seule. » Mais c'est ça. Fait que... Non, les seules personnes, je pense, qui vont dire quelque chose ou qui vont penser quelque chose, c'est quand je me rappelle, personne. c'est la propre personne, mais quand je me rappelle aller au cinéma ou à quelque part seul, quand j'étais adolescent, c'est là que j'étais comme cette personne-là est toute seule. C'est weird. Mais plus je vieillis, plus je comprends le besoin et... Ben que c'est pas négatif, la solitude. Exactement. C'est pas symbolique de je suis seule pour l'éternité et je n'ai pas personne. Tu sais, c'est qu'on voit ça quasiment comme un abandon. Elle s'est fait choquer. Personne voulait venir avec elle, alors que c'est un choix conscient aussi, la solitude. Là. Ça fait peur aux gens, la solitude, quand même. Ouais. Oui, ben c'est un état super vulnérable quand tu vas dans un endroit public puis que t'es seul. C'est comme tu te sens observé, mais en vrai, tout le monde est là avec quelqu'un, donc ils portent aucune attention. C'est vraiment une bagarre interne de dire les gens ils vont penser ci, penser ça. Non, tu veux aller manger au resto parce que tu as eu des bonnes reviews. Va au resto, va écouter, puis... Vis ton expérience. C'est la fin, là, ça arrête là. Ouais. Ouais. Et peut-être, je pense qu'il y a une autre question. Oui, il en reste une. J'adore ce sujet. Je suis vraiment contente qu'on ait clairement, abordé. ça nous a allumés. Tu préfères un spectacle en salle ou en festival extérieur? Je te dirais en salle parce que le contrôle de la masse de gens est fait, en fait. Et plus sécurisant. Et plus sécurisant. Ouais. Tout le monde a sa place. T'es assis, t'as ton espace. Tandis qu'en festival, soit que t'es très loin parce que tu vas avoir ton espace, mais si tu veux être comme plus proche et être dans le feeling du spectacle, t'es vraiment dans la foule et les gens s'empilent les uns sur les autres. Puis, plus je vieillis, plus je me rends compte que mon espace, ma bulle personnelle, elle grandit et j'ai besoin de la maintenir pour avoir une belle expérience, soit au spectacle, au resto, peu importe où je vais. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, mon espace personnel. Donc, je dirais que... J'avoue que des fois, des grosses foules, ça peut être stressant. Ouais. C'est pas tout le monde qui a le respect de la bulle de l'autre aussi. Là. Fait que tu sais pas à côté de qui t'es. Puis en festival, tout le monde est... il va y avoir la boisson, la drogue, les gens sont sur des highs que leurs inhibitions, ils sont un peu réduites. Ouais. Donc là, c'est dur de respecter la bulle des autres quand t'es plus conscient de l'espace que tu prends toi-même. C'est vrai. Eh bien, là, tu l'as dit brièvement dans ton intro, mais tu n'as pas dit que tu venais de Drummondville, mais les indices se sont alignés avec ta job et ton cégep. Tu viens de Drummond, tu as été un athlète, gymnaste. Tu fais, pour les gens qui ne le savent pas, ton appareil principal, c'est le tumbling. Ouais. Fait que pour les gens qui ne le savent pas, là, c'est comme une longue trampoline. En longueur. Ce serait-tu comme ça que tu le décrirais? Oui, mais en fait, je le décrirais souvent en le comparant à la gymnastique artistique. Il y a un grand sol en carré, un peu le même matériel. Il y a pas une trampoline, c'est plus comme un matelas. En compétition, c'était le matelas, un peu plus comme la gymnastique. Ouais. Sur les spectacles, c'est un peu plus comme trampoline. C'est des ressorts avec une toile. Ouais. Puis, il y a le tumbling et dans les shows, c'est plus le référent, c'est Power Track, Tumble Track. Des fois, Fast Track. Il y en a maintenant qui sont avec comme
un matelas gonflable sur AirTrack qui est là. Mais c'est ça, c'est une longue piste, tu cours, tu commences tes pirouettes. Puis tu voles. Et tu voles dans les airs. Tu voles. Ouais. Fait que tu viens de ce milieu-là en tant qu'athlète, c'était ta discipline. Puis là, t'étais champion canadien, non? C'est ça que je pensais tantôt? Avant de m'en venir, je pensais à ma carrière, puis... Petit moment de déglutition. En fait, j'ai été champion canadien à mon premier championnat canadien. Puis après ça, j'ai toujours été comme runner-up, 3e place. Mais j'ai toujours été dans le top 4 au Canada dès mon premier championnat canadien jusqu'à temps que je quitte vers le cirque. Cool. Ouais. Puis là, après, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as quitté? J'étais vraiment prêt, à passer à autre chose. Puis j'étais déterminé à comme quitter et savoir quand quitter. Je voulais pas être la personne qui pousse la machine trop loin puis qui, tu sais, comme sa performance diminue parce que j'ai atteint mon maximum et j'ai pas compris que mon corps me disait que c'était le bon moment de te retirer. C'est le temps de partir. J'ai eu l'opportunité de partir. Il y avait un contrat qui s'était ouvert au cirque en 2013. Juste avant les championnats du monde, on m'a demandé si ça m'intéressait. Ça commençait juste après. Et dans ma tête, j'avais déjà 2014 comme fin de carrière compétitive. Et donc, au moment, j'ai dit non, je veux continuer, je veux faire un autre championnat du monde après celui de cette année. Et en 2013, j'ai vraiment eu la performance de ma vie. Au championnat du monde, j'ai fait la finale. C'était où, en 2013? C'était en Bulgarie. Okay. Puis ça, c'était les championnats du monde de gymnastique ou de tumbling? De tumbling. Tumbling trampoline, championnat du monde 2013. J'ai fait la finale. Il n'y avait pas de Canadien qui avait fait de finale en tumbling depuis 16 ans. Okay. Et encore aujourd'hui, après moi, il n'y a pas personne qui l'a refait. Wow. Et j'ai fini 6e à la finale. Qui est le meilleur résultat. Ouais. Okay. 6e au monde. Disons-le. On peut-tu le préciser? À travers la planète, j'ai fini 6e. Puis c'est le meilleur résultat qu'un Canadien a mis à cette compétition-là. Et c'est un record qui se tient encore aujourd'hui. Donc, j'aurais pu, à ce moment-là, dire, écoute, le contrat est-tu encore disponible? Je pars sur mon high. Puis... ce qui m'a fait hésiter, c'est que je voulais pas avoir de regrets. Comme j'avais la date 2014 dans ma tête, j'étais comme, si je pars là, peut-être que tout le reste de ma vie, je vais me dire qu'est-ce que j'aurais pu faire dans cette année-là. Et en 2014, j'ai maintenu mon niveau. Fait que tu as refusé à ce moment-là, en 2013, un premier offre avec le Cirque du Soleil pour continuer ta carrière d'athlète. Exact. OK. Parce que, le contrat, c'était un contrat de remplacement. Donc, c'est pas un nouveau rôle. Un nouveau rôle ou un contrat à long terme. Et j'avais l'objectif de finir en 2014 après les championnats du monde. Et puis, je suis vraiment content d'avoir continué, d'avoir fait cette année-là d'extra parce que pendant l'année, j'ai vraiment eu la réalisation de comme, OK, c'est vraiment ma limite de ce que je pouvais faire ici. J'ai été capable de maintenir mon niveau toute l'année et faire des performances qui ressemblaient à ce que j'avais fait l'année précédente. Okay. Puis je suis parti avec la paix d'esprit de dire j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis allé au bout et maintenant je passe à autre chose. C'est le fun. C'est le fun parce que c'est quand même dur d'être capable d'être en corrélation un peu avec notre feeling. Puis, tu sais, justement, le bout où tu as hésité, tu as fait hey, je viens de faire ce record-là, je pourrais partir, mais en même temps, mon deadline, c'est 2014, mais est-ce que je pousse la note avec mon chiffre 2014 ou est-ce que je suis. Est-ce que je finis sur une bonne note ou une stand-by mauvaise note? Parce que ça aurait pu vraiment mal se passer puis te dire, bon, ben j'aurais pu partir sur un high l'année passée, tu sais. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est des chances que tu prends, puis des choix que tu fais qui, on n'aura jamais la réponse de qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais pris le contrat en 2013. Hein. Mais ça me fait beaucoup penser à la phrase que tu as dit de j'ai l'impression, si tu as fait l'inverse, tu
t'aurais eu peur de regretter de ne pas aller voir jusqu'à la fin de cette année 2014-là, tu sais. Puis c'est un peu le même que je marche quand je fais des trucs, je me dis tout le temps, je vais-tu le regretter de ne pas l'avoir fait? Tu sais, souvent, cette réponse-là, quand on hésite sur 2 affaires, celui que tu penses que tu vas regretter, c'est souvent ça le bon choix, là, mettons. Oui. C'est souvent ça qui est le moment déclencheur ou le critère décisif qui fait en sorte que je vais aller dans une certaine direction. Même si l'autre côté a plus de pour que de contre, puis que l'autre est un peu plus un gamble, mais si le fait de le regret de ne pas le faire va toujours se traîner derrière moi. Dans tout ce que je fais après ça, je vais aller dans cette direction-là parce que je veux l'explorer. Puis même si ça devient comme une failure, j'aurai la paix d'esprit de dire j'ai tout donné là et on pivot et je m'en vais dans une autre direction. Ben clairement, ça a marché parce que là, on est en 2025 et 10 ans plus tard, tu es encore pour le Cirque du Soleil. Je suis encore ici. Oui. Mais on veut tout savoir, en fait, sur le cirque. Si tu veux nous faire un petit historique, là, une fois que ta carrière d'athlète s'est terminée, ça a été quoi le premier contrat? T'en es rendu aujourd'hui avec tout ça? Ma relation avec le Cirque du Soleil a commencé très, très, très jeune. J'ai vu le spectacle Allegria à la télévision, probablement Radio-Canada, qui passait pendant le temps des fêtes. Puis j'ai dit à mon père, c'est ce que je veux faire de ma vie. Je veux aller travailler pour le Cirque du Soleil. J'avais 11 ans. Tu faisais déjà du tumbling? Je faisais déjà du tumbling, puis je pense que j'avais commencé les étés à faire le spectacle Les Légendes Fantastiques, où on faisait quelques pirouettes dans le spectacle qui durait 1 heure. C'est un spectacle d'été à Drummondville, ça, qui a eu lieu pendant longtemps. Spectacle d'été extérieur. Et je l'ai fait pendant, je pense, 5 ans. Mais j'avais commencé très, très jeune. Puis je faisais la moitié des spectacles. C'était peut-être 20 représentations pendant l'été. Quand même, hein? Puis de voir le numéro de Power Track dans Allegria à la télévision, c'était quelque chose qui était très similaire à ce que je faisais dans mes entraînements. Et c'est là que l'étincelle a comme commencé. Mon père qui me dit c'est pas un job. Tu vas aller à l'école puis tu vas trouver une vraie carrière. Même le Cirque du Soleil, à cette époque-là, ton père, je sais pas si c'est trop gros comme mot, mais valorisait pas ça comme un métier, tu sais, parce que le cirque a quand même toujours eu une grosse notoriété au Québec. Là. Ouais, mais je pense pas que c'est qu'il le valorisait pas, c'est juste que c'était quelque chose qui était tellement lointain et dans l'inconnu, dans tous nos cercles de personnes que mon père pouvait connaître. Il y a pas personne qui était artiste ou... Peut-être pas artiste, mais qui était dans le milieu de l'art du cirque aussi. Même si le Cirque du Soleil est une compagnie québécoise, c'est quelque chose pour la plupart des gens qui est très lointaine et... Inatteignable. Oui. Puis, surtout que c'est une compagnie que, oui, est québécoise, mais les employés viennent de partout dans le monde et souvent, on a l'impression que les artistes reviennent de des places autres que... Du Québec. Que le Québec. Ouais. Puis c'est vraiment juste comme une entité qui est gérée ici au Québec, mais on... C'est vrai notre sentiment d'appartenance du Cirque du Soleil est vraiment au nom, au fait qu'on sait que c'est québécois, que ça vient d'ici, au fait que beaucoup de gens voient le fameux quartier général. Tu sais, quand tu passes sur l'autoroute 40, tu vois le Cirque du Soleil, tu sais que c'est ici. On a souvent eu accès, j'ai l'impression, aussi à des coulisses à Radio-Can de comme les studios de confection de costumes et tout ça. Mais c'est vrai qu'on parle rarement des artistes québécois qui sont sur le cirque. On a souvent, c'est une impression qu'on a. Oui, les artistes viennent de partout dans le monde, mais tu sais quoi le pourcentage d'artistes, mettons, canadiens versus le reste du monde? Canadiens. C'est tellement d'employés, le Cirque du Soleil. Mais c'est ça. Puis c'est sûr qu'en tournée, chaque tournée est différente. Moi, même quand on a commencé en 2019, Allegria ici au Vieux-Port, on était 4 Québécois sur scène. Beaucoup, beaucoup de techniciens. Je sais pas, je pense que j'ai pas assez de doigts pour les compter. Ouais. Mais au retour de la pandémie, j'étais le seul Québécois et en ce moment, on a une autre Canadienne qui vient de Toronto qui est sur scène. Sinon, tout le monde vient de...
partout dans le monde. Mais c'est quelque chose qui, je pense que parce que le plus gros nombre d'employés est à Montréal, ici, au siège social, c'est là que la culture... Moi, j'ai dit quartier général, mais siège social. C'est la même chose. Ah, OK. Même affaire. Et dans les studios ici, dans le costumier, dans les bureaux, c'est là que la majorité des Canadiens québécois vont être engagés et vont œuvrer. Sur les shows, c'est tellement une discipline ou un métier qui est niche. Puis le cirque veut vraiment aller chercher la crème de la crème. Donc, oui, on en a de la crème au Québec, mais il y a aussi beaucoup de compétition pour un très peu d'élus, de jobs disponibles. Puis, pour en revenir à comment je suis arrivé au cirque, j'ai eu le rêve à 11 ans. J'ai fait ma carrière de compétition et dans ces moments-là, il y avait des recruteurs du Cirque du Soleil qui venaient voir nos compétitions et qui étaient disponibles pour avoir comme une conversation de « Hey, moi, je suis intéressé, comment... » Est-ce que c'est chose fréquente dans le milieu de la gymnastique d'avoir des recruteurs qui viennent au compé? Je pense qu'au Canada, on est chanceux vu que c'est une compagnie qui est d'ici. Ils vont aller au championnat canadien, ils vont aller dans des Coupes du Monde, championnats du monde. Donc, nous, on les voit plusieurs fois à travers l'année, tandis que les gens qui viennent de l'extérieur, ils vont les voir juste au championnat du monde. Donc, à 16 ans, je pense que je suis allé au kiosque puis j'ai dit, écoute, moi, je suis vraiment intéressé et je veux travailler pour le Cirque du Soleil parce que c'est quelque chose aussi que j'essaie d'expliquer à plusieurs. Et au départ, quand j'ai commencé, mon but était vraiment de travailler pour le Cirque du Soleil, pas je veux travailler pour le cirque ou faire un Oui, parce qu'il y a d'autres compagnies de cirque au Québec. Ouais. Mais le rêve était toujours avec le Cirque du Soleil parce que je pense qu'en grandissant, c'était tellement présent dans la culture québécoise, le Cirque du Soleil, que c'était le but ultime pour moi, vu que ça venait d'ici. Fait que c'est ça que tu visais. Là. Oui, puis aussi, la discipline que je fais, c'est un numéro de groupe. Donc, des plus petites compagnies qui ont des shows de plus petites envergures, qui font des salles de spectacle, théâtre ou des cabarets, ils vont pas avoir la structure pour monter un power track et engager une équipe de 14 tumblers. Donc, ma vision était que je le voyais juste au Cirque du Soleil, ce numéro-là, dans cette envergure-là. Donc, j'étais enligné que vers là et créer un numéro pour moi, toute seule, Power Track, c'est impossible. Et de le vendre à toutes ces compagnies-là, c'était pas quelque chose qui était... Tu voulais faire partie d'un tout puis d'un numéro de groupe. T'sais, au-delà du cirque, il y avait aussi ça, j'imagine. Ouais. Parce qu'il y a des artistes de cirque qui se développent comme seuls, là, qui montent leur propre numéro original avec un amalgame d'accessoires, d'expertise, d'appareils de cirque. Mais toi, tu te visualisais vraiment au sein d'un groupe sur scène avec un gros appareil, là, pas ta routine seule sur un. Exact. Sur Puis scène. je pense qu'il y avait aussi une paresse en moi qui était comme je veux me pointer à la job et faire mon numéro, that's it, that's all. Je veux pas monter le chapiteau, je veux pas prendre soin, pas que je veux pas prendre soin, mais je veux pas coudre mes costumes. Quand j'étais jeune, c'est vraiment juste, je veux venir à la job, faire ma job et repartir. Est-ce que ça a évolué à travers les années? Oui. Et J'aurais aimé ça que tu dises non. Non. ça aurait pu parce qu'il y en a qui sont là avec qui je travaille, mais non, j'ai développé un goût du travail artistique qui va plus loin que juste ma performance. Mais mettons, pour visualiser, là, est-ce que t'arrives, le show est monté, ils te disent quoi faire, ou toi aussi, t'arrives avec ton expertise, puis t'es comme, je pourrais faire ça, puis ajouter ça? Le show, si tu te joins au spectacle qui est déjà créé, la première chose que tu vas faire, c'est apprendre Le show. Le ce que numéro tu as à faire. existant. Oui, Ok. exactement.
Et si tu te joins à une création, là, c'est différent. Tu peux avoir un certain input dans... OK. Et moi, je vois telle chose et je suis dans cette vibe-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Est-ce qu'on peut aller dans cette direction? Il y a l'espace à cette discussion-là. C'est ça, parce que juste pour les gens qui connaîtraient moins le Cirque du Soleil, à chaque année, je pense, à chaque année, il y a des nouvelles créations. Là. Les gens vont en studio recréer un thème, recréer des costumes, recréer des numéros, mais il y a aussi des spectacles de tournée de chapiteaux qui tournent depuis des années. Là. Comme là, on a dévoilé le punch, là, mais t'es finalement dans Allegria. Là, ton rêve est réalisé. Fait que, tu sais, Allegria, c'est un show qui a existé il y a longtemps. Il y a eu une reprise. Ils l'ont adapté un peu, mais le show, tu sais, c'est pas une nouvelle création. Là. Mais c'est une nouvelle création, puis ça l'est pas. C'est l'essence, c'est le Allegria qu'on connaissait en 94, mais en 2019, on l'a vraiment pris puis on l'a remodelé aux yeux de 2019. Mais quand tu arrives dans des spectacles qui sont déjà en tournée comme Allegria ou Lucia qui était ici cet été, c'est des spectacles qui sont là depuis des années. Donc, quand tu arrives sur la tournée pour te joindre pour prendre un au rôle, spectacle, tu apprends le numéro, puis une fois que tu es intégré dans le spectacle au complet, puis que tu es confortable, il y a l'espace à dire « Hey, ça fait 5 ans qu'on fait la même chose. Est-ce que on peut aller dans cette direction? J'ai une idée, j'ai l'envie de... » Il y a l'espace pour ça, mais c'est quand même un rythme de spectacle, qui arrête jamais. C'est comme là, j'ai 2 semaines de congé, je suis à la maison, mais c'est mes 2 semaines de congé de l'année. OK. Et quand on repart, on est à Bruxelles, on fait 2 mois de spectacle. C'est 8 à 10 représentations par semaine, un entraînement au début de la semaine, une autre plage qu'on a pour faire des modifications ou des ajustements. Mais c'est pas beaucoup de temps de répétition une fois que le show est... Ouais, il n'y a pas d'espace de genre, hey, cette semaine, on va faire de la création puis repenser un peu. C'est comme, il n'y a pas vraiment de temps pour ça. S'il y a de l'espace, c'est comme un 30 minutes sur scène ou 1 heure sur scène. Ouais. Puis on... Mais quand même, 8 shows par semaine. Ouais. Fait que t'as une journée que t'as 2 shows. Une journée qu'on a 2 shows, puis des fois, on a des journées avec 3 shows. Oh my God. Celles-là sont plus difficiles. Est-ce qu'un peu inhumain, 3 shows par jour, là? Comment tu vois ça sur le long terme de performer à ce rythme-là? C'est certainement une habitude. C'est quelque chose à laquelle tu vas t'habituer. Quand tu arrives en tournée, c'est un rythme qui est très fatigant parce que de un, tu apprends à tous les jours. Et si tu es dans un numéro comme Power Track, il y a quelque chose de nouveau à apprendre dans tes tâches à travers le numéro pour le prochain 6 mois. T'sais, c'est pas quelque chose que tu apprends chaque jour. Parce que la structure qu'on a, notre numéro, t'as comme des images acrobatiques. Puis quand t'arrives, t'apprends une chose. Après ça, t'ajoutes la semaine suivante. Et comme la recette que t'as pour la semaine de tes choses à faire peut changer. Je pense que pour la semaine prochaine. À chaque show, c'est pas tout le temps la même routine acrobatique que tu fais. Ça la structure du numéro, elle reste la même, mais ma routine à moi, elle va changer. Pour que les gros impacts sur ton soient corps. Pas toujours sur la même personne, qu'on ait comme une rotation où j'ai une semaine où j'ai plus une routine difficile, puis la semaine suivante, j'en ai une un peu plus légère pour avoir du temps de repos dans les 8 shows par semaine. Exact. Ouais, fait qu'il y a une certaine intelligence là, derrière, comme c'est cyclique, là, d'être comme, tu vas faire, cette semaine, tu fais la A, l'autre, tu fais la B, là, tu vas faire la C, là, j'ai mal au poignet, fait qu'il faudrait que j'en fasse une moins compliquée. Ouais. Là. Puis, dépendamment de qui est dans le numéro, s'il y a quelqu'un qui cale malade, des fois, il y a des arrangements de routine que tu n'auras jamais fait, même si tu es là depuis 2 ans, de faire comme la première chose dans le numéro et de faire la chose numéro 8 dans le numéro. Cet agencement-là de qu'est-ce que je fais peut changer. Après 6 ans dans le même numéro, je te dirais que j'ai possiblement fait toutes les variantes, mais quand tu arrives comme un nouvel artiste, c'est là que je dis, comme dans les premiers 6 mois,
tu as beaucoup à apprendre et à chaque semaine, tu fais quelque chose de nouveau. Est-ce que tu considères que c'est plus difficile, je sais pas si ça se compare, mais faire un numéro de groupe dans un spectacle de Cirque du Soleil ou avoir sa performance? Ben, j'imagine, je réponds un peu à la question, là, les deux ont leur défi, là, mais selon toi, tu sais, le temps d'adaptation, de création, qui semble... Est-ce que c'est les artistes qui sont en solo ou en groupe que c'est plus complexe ou... C'est vraiment c'est comme deux chemins différents. Un soloiste va prendre la droite, puis le numéro de groupe va prendre la gauche parce que le numéro solo, ils vont avoir du temps de répétition, puis ils le mettront pas dans le show avant que la personne soit confortable et que le numéro soit prêt à être sur scène. Parce qu'une fois qu'il est sur scène, le soloiste, la personne qui performe, peut pas comme se fier à j'ai un moment dans le numéro où je peux aller prendre mon souffle ici ou juste comme observer. Tout dépend d'elle. Tandis que dans un numéro de groupe, ben là, on peut t'intégrer graduellement. C'est comme, tu vas venir faire la première chose dans le numéro, puis après, tu vas pouvoir sortir de scène et le numéro va continuer. Vous êtes combien? Moi, j'ai jamais vu de show de cirque, OK? Jamais vu. À vous, hein? Je sais que ça n'a pas de bon sens. Ma belle-sœur, elle va tout le temps en plus. Puis là, je pense que je vais lui dire la prochaine fois qu'elle m'invite au lieu d'apporter mon frère. Vous êtes combien de personnes en général dans... Tu sais, c'est beaucoup de monde, pas tout le temps en même temps sur stage, là, mais mettons, vous êtes combien à performer un soir de show, mettons? Le cast, il est de 53, je pense, qu'on est rendu. 53-54. Personnes et artistes qui sont sur scène à toutes les représentations. Okay. Puis la tournée, on est 115. Ça inclut la technique, les gens qui font l'admin, les gens qui travaillent dans les cuisines, les gens qui travaillent dans le costumier et les gens qui s'occupent du site, le chapiteau et tout ce qui est à l'intérieur des barricades là, qui nous appartient au Cirque du Soleil. Fait que c'est quand même une grosse équipe. Puis, dans le numéro de Power Track, nous, on est 14 artistes, si je me trompe pas. 5 filles, 8 gars. Puis, un des personnages qui fait... Vu que vous travaillez, mais là, c'est peut-être... vous travaillez vraiment beaucoup, vous partez en tournée ensemble, ça finit-tu par être un peu, tu sais, une petite famille où est-ce que t'es avec les mêmes gens depuis... Sur Allegria, là. Ouais. Ça tourne sans arrêt, là. Ouais, puis c'est... Oui, on devient comme une famille, mais je te dirais que c'est comme vraiment comme une famille élargie, tu sais, cousin, cousine, mon oncle, ma tante. C'est impossible de pouvoir développer une relation intime de famille avec les 115 personnes avec qui je travaille. De un, on a tous des personnalités différentes, on a des horaires différents, puis on a des besoins différents ou des intentions différentes avec la façon qu'on approche la raison pourquoi on est au travail, en tournée. Donc, c'est vraiment comme une grande famille élargie. OK. Puis, des fois, on a besoin de prendre du temps. Oui, c'est ça. Un bon 2 semaines de vacances, on tourne au Québec. Oui. Comment tu trouves ça sur ton corps de faire des acrobaties comme ça aussi régulièrement? C'est maintenant que je suis rendu passé le 30 ans. C'est le corps. J'aime que t'aies fait passer 30 ans. On a vu la petite courbe redescendre. La petite courbe qui est allée vers le bas. Mon corps, il sonne l'alarme un peu plus souvent. Et puis, c'est vraiment un travail de s'écouter puis d'écouter les signes que ton corps te donne. On a des équipes de physio. On a 2 physios qui voyagent avec nous et on engage des massothérapeutes dans la ville locale où on est pour venir prendre soin de notre corps. On a aussi une des compagnes d'un des acrobates a fait Pilates. Donc, on a des plages horaires qui sont disponibles pour avoir un 30 minutes de one-on-one Pilates avec elle. Et c'est quelque chose que souvent, avant ma trentaine, je roulais les yeux à Pilates. C'est pour les soccer moms puis les influenceurs de ce monde. C'est pas pour moi, ça m'aidera pas. Mais dans ma trentaine et avec les petites blessures que j'ai eues
dans les 3 dernières années. C'est vraiment ce qui a aidé à ce que je puisse continuer puis maintenir mon corps dans une condition physique qui fait en sorte que je sors pas du show puis j'ai besoin de ma canne puis ma marchette puis mon triporteur pour me rendre à l'hôtel. Somme toute, tu trouves ta routine. Chaque personne est différente, mais il faut vraiment que tu apprennes à connaître ton corps et donner à ton corps ce qu'il a besoin pour faire les 8 à 10 shows qu'on a dans la semaine. Parce que tantôt, on parlait d'adapter, tu as quand même une liberté d'adapter ta routine de tumbling, puis entre les 14 tumblers, justement, qui est en forme, qui est malade, on change les impacts sur le corps et toutes les séquences, mais ça fait combien de shows que tu fais, mettons, de Allégria? Est-ce que tu les as comptés? Oui, vous avez sûrement un décompte. On a un décompte. À chaque show, on a un grand tableau qui va mettre tout le déroulement du spectacle, chaque numéro, puis on a des tâches à faire, c'est comme bouger des miroirs, ou qui fait la chorégraphie dans le numéro de Roussir, ou qui fait la chorégraphie dans le numéro des sangles. Fait que tout est outliné, puis ça commence avec numéro de show. Je pense que avant de partir pour les vacances, on était à 1595. Est-ce que tu mais ça compte comme pas. 1595 fois le même show, pas juste spectacle dans ta vie. Même... Depuis 2019? Depuis 2019, oui. Parce que Allégria, là, on remonte. Je pense que on est rendu à 5000, 8000, 7000. On a célébré pour Allégria comme au dans complet. son entièreté avec quand même, hein? le show d'avant. La première monture. Ouais. Moi, je compte mes shows, ils montent pas aussi vite. Ouais, moi, je pense pas que j'ai déjà fait plus que, je sais pas, 10-15 fois le même spectacle. C'est fou. Ouais. Ben, 20, ce sera 20-30. Le max? Je pense que ce sera le max. Mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment unique au Cirque du Soleil. Oui. Parce que si tu penses à des shows de pop stars qui font des tournées mondiales, je pense qu'ils peuvent peut-être monter à 100, 150 représentations. C'est ça, puis là, on parle du même spectacle. On parle pas, tu sais, comme Beyoncé, elle en a fait beaucoup des shows, mais le même spectacle, tu sais, c'est comme... Toi, c'est le même costume, c'est la même musique, c'est le même décor, ta routine varie, mais c'est le même show, là. C'est impressionnant, cette capacité-là à reproduire, mais... Tu sais, puis le fin équilibre de essayer de constamment se renouveler, mais en même temps, tu veux offrir le même spectacle, la même valeur au public, mais toi, faut que tu t'écoutes comme artiste. En même temps, tu veux pas devenir emmerdé par ton numéro, fait qu'il faut que tu le gardes vivant, mais tu peux pas prendre trop de risques parce que tu le fais à chaque soir, puis t'as pas non plus un mois à dire, bon, est-ce qu'on recrée le show, là? Oui, c'est ça. Je pense que... l'envie de le faire, soit de le partager après autant de fois. Ouais, mais je pense que ça vient aussi... du fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du monde de compétition. On est habitué à la répétition. Ah, oui. On est habitué à avoir des nombres très grands avant de performer, donc ou de le performer autant de fois. Donc, c'est une discipline qui est, en tout cas, personnellement, qui est ancrée en moi de la répétition, puis j'arrête de compter du nombre de fois que je l'ai fait. Ouais. Ce qui m'aide beaucoup pour moi, c'est que dans la première partie, j'ai un personnage qui est pas acrobatique, donc c'est vraiment juste du jeu d'acteur. Et dans ce personnage-là, j'ai une latitude qui est très grande. Donc, si une journée, je veux essayer quelque chose, puis changer le mal de place, de dire, je suis tanné de faire ce mouvement-là ou d'aller dans cette direction-là, je peux le faire. Donc, c'est là que je trouve que l'aspect répétitif s'efface un peu pour moi, parce que dans ma première partie, qui est 1 heure, j'ai beaucoup de latitude pour le changer et l'adapter à où je suis dans ce moment-là. Puis, dans le numéro de Power Track, comme on fait pas tout le temps la même chose, j'ai là aussi un sentiment de routine qui est jamais vraiment ancré. Oui, c'est le même numéro, mais comme les choses bougent, ça le garde frais dans mon corps, dans mon esprit. Est-ce que tu penses que aussi, tu sais, là, c'est sûr que cette routine-là aide à justement quand il y a quelqu'un de plus fatigué, quelqu'un d'un peu plus malade, mais le fait de
Oh non, j'ai perdu mon dé. J'ai vu mon dé C'est-tu partir. en lien avec le personnage qui faisait ça? Non, en lien avec le... Ah, ça va me revenir. Mais on peut poser une autre question. J'ai vraiment perdu... J'ai vu ma question partir de même, en tout cas. Ben, Mais j'ai une autre question. Est-ce que c'est toi qui te maquilles avant les spectacles ou il y a des maquilleurs qui viennent? Non, c'est chaque artiste au Cirque du Soleil. Ok. C'est nous qui faisons notre maquillage avant les spectacles. Quand on arrive, le maquillage de base pour ton numéro a été créé par quelqu'un à Montréal, une conceptrice en maquillage. Puis, on est très bien équipé. On a comme un petit pamphlet de chaque étape. Quel pinceau, quelle sorte de fond de teint, quelle crème, quelle poudre que tu utilises pour cette étape-là. Et tu peux le suivre vraiment très détaillé pour arriver au résultat final. Mais avant les shows, si on avait une maquilleuse ou un maquilleur qui était là pour faire tout le monde, il faudrait arriver à la job comme à 6 heures du matin Ben oui, pour que la personne ait le temps de faire tout le monde. Ouais. Oui. Ben, Nice, est-ce que mais tu as j'ai trouvé vu... ton autre question? non, désolé, Non. c'est parti. Ça s'est envolé en une fraction de seconde. Correct. Mais c'est pas grave parce que le temps file, puis... Oui, mais moi, je m'en allais ailleurs. Si OK. ben, pas ailleurs, là, mais si tu veux aller là, parce que c'est pas un secret. Tu en parles sur tes réseaux sociaux, mais tu fais partie des gens qui ont pris une décision dans leur vie d'arrêter de consommer de l'alcool. À un moment donné, tout le monde a ses raisons de faire ce choix-là. Puis je me demandais si tu as vu un impact, parce que tu es un artiste athlète, sur tes performances. Comme le jour où tu as décidé d'arrêter de prendre de l'alcool, parce que tu es quand même quelqu'un qui aime faire la fête, tu as un bon esprit de soirée, de festivité. Est-ce que tu as remarqué une différence sur l'impact de l'alcool sur tes performances, sur ton aspect physique, sur ta créativité, ou c'était juste deux choses qui vivaient en parallèle? Non, ça a quand même eu un impact. Je pense que physiquement, de prendre la décision d'arrêter de boire, Ouais. ça a vraiment eu un impact mentalement et physiquement dans ma performance, la façon que j'approche le travail. J'étais beaucoup plus frais et dispo pour performer 8 à 10 shows par semaine. Mm-hmm. À la fin de la semaine, je me trouve moins fatigué que je l'étais possiblement avant. Mais là où je l'ai vraiment ressenti, c'est que quand je suis arrivé à mon premier show de cirque, le triple salto, qui est comme le gros mouvement qui finit ou qui clôture le numéro de Power Track dans tous les shows du Cirque du Soleil, c'était pas un mouvement que j'avais dans mon sac à trucs. Dans ton ton bagage bagage? d'athlète. C'est ça, Dans ton dans mon bagage. Dans mon sac à de trucs. Bag of tricks. Puis, à travers les années, je l'ai pratiqué, puis je l'ai ajouté à la rotation de mouvements que j'étais capable de faire, mais ça n'a jamais été un mouvement que j'ai été super confiant et que je pouvais le faire les deux doigts dans le nez. Donc, quand j'ai arrêté de boire, c'est là que j'ai vu un impact physique et mental. Je trouvais que à l'entraînement, il était beaucoup mieux. Et avant la pandémie, j'ai eu une chute qui a fait en sorte que j'avais beaucoup d'insécurité, puis j'avais plus besoin de le faire dans le show, donc je l'avais comme mis de côté, puis je pensais que c'était la fin de mon triple salto. Quand on est revenu de la pandémie, je le faisais en entraînement, puis au début de la tournée, j'avais continué, j'étais pas encore dans ma sobriété, donc j'étais pas confiant avec de la façon que je le faisais dans l'entraînement pour le réintégrer dans le spectacle. Et puis j'y allais comme ça. Quand j'ai arrêté de boire, j'ai vu une amélioration dans mes répétitions de ce mouvement-là et graduellement, ma confiance a comme augmenté parce qu'à l'entraînement, j'étais capable d'en faire plus et de les atterrir avec succès, avec plus de facilité. Et j'ai été capable de le réintégrer dans le spectacle et je l'ai fait pendant comme 2 ans et demi. Et là, tout récemment, j'ai décidé de comme le retirer de mon bagage OK. parce qu'avec les nouveaux artistes qu'on a et les jeunes qui viennent, je vois qu'ils ont beaucoup plus de facilité et moi, je m'approche plus du c'est difficile et le risque de blessure devient plus grand.
Donc, je me sens plus... voyons. Ben, t'as pas envie ce que je contribue au numéro, d'être là à temps plein et ne pas faire ce mouvement-là est beaucoup mieux que de continuer à faire ce mouvement-là. Et quand je me blesse, je contribuerai plus rien. Je vais être... Ben, t'as envie de jouer safe, là, tu sais, après Exactement. toutes ces années-là, tu veux miser sur la longévité de ta carrière. Fait que t'es comme, est-ce que c'est nécessaire que je le fasse encore? Quand tu l'as déjà fait, t'as accompli ça, puis tu sais qu'il y a de la relève, puis des jeunes qui peuvent le faire, t'es plus obligé de peut-être porter ce chapeau-là, là, d'être la personne. C'est exactement ça. C'est vraiment une belle... Mon cerveau de bilingue était pas capable de... Non, mais je trouve ça bien phrase. que tu sois... T'as l'air vraiment d'être... Ben, après, j'ai l'impression qu'il faut sûrement... être capable d'avoir cette écoute-là en tant qu'athlète, là, parce que ce que tu fais, si tu t'écoutes pas, c'est dangereux pour toi, puis peut-être pour d'autres personnes, là, mais d'avoir un peu le souci de faire « Hey, il y a des gens qui font mieux que moi, puis je le fais plus », c'est vraiment... c'est tout en ton honneur. Là. Oui, puis comme on a une tournée qui arrête jamais, tu sais, on a des villes qui sont prévues pour les 2-3 années à venir et de dire, écoute, si je veux être présent et au meilleur de moi-même pour toutes ces représentations-là, ça vaut pas le risque de partir et d'engendrer une dépense de plus pour amener quelqu'un pour venir me remplacer si jamais ça en venait à une grande blessure qui me retire du numéro. C'est comme ça la discussion avec... évidemment, c'est pas moi qui est allé dire... c'est comme, j'arrête maintenant. J'ai eu une discussion avec l'entraîneur qui est là, notre directrice artistique et la chef physio. Je les ai assis et j'ai dit, écoute, c'est quelque chose que j'envisage. Est-ce que dans les situations qu'on a et qui se présentent à nous au jour le jour, est-ce que ça peut être quelque chose que vous envisagez possible? Et de là, ça a pris peut-être... de la conversation initiale, ça a pris 1 an avant que je vienne puis je fasse comme où on s'approche vraiment de la date où il faudrait que ça s'arrête. OK, mais ça a été puis de cette conversation-là, ça a été 1 mois, 2 mois de assessment, de faire comme... Est-ce que des fois... parce que, mettons, nous, en tant que performe dans d'autres formes d'art, moi, des fois, il y a des soirs où est-ce que je suis comme, hey, à ce soir, là, j'étais vraiment dans la zone, c'était vraiment bon. Puis d'autres soirs où je suis comme, oh, c'était pas ma meilleure, mais en même temps, notre moins bon devient bon, fait que le public, on passé une belle soirée, mais toi, tu le sais que c'était pas ton meilleur. Est-ce que t'as des moments comme ça où t'es comme, hey, à ce soir, ou que tu Oui, te il y a vraiment des moments où, soit dans le personnage ou dans le numéro de Power Track, il y a des fois où je suis comme, oh my God, tout ce que j'essaye fonctionne vraiment bien, puis je le sens dans mon corps, puis je me sens au top de ce que je peux faire, puis même que je dépasse ce que je fais au quotidien. Puis il y a des jours où des fois, dans le personnage, je me sens pas dans mon corps, puis même si je fais les mêmes mouvements, c'est comme si c'était quelque chose de vraiment lointain, puis je sors de scène, je suis comme... Voyons, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Puis il y a des fois, au numéro Power Track, on sort puis on est comme, oh my God, il s'est passé telle affaire dans tel mouvement. Tout ce qui se passe en haut, on est comme, j'ai l'air fou, blablabla. Puis on regarde le numéro tout de suite après sur la télé, puis là, on est comme, regardez, c'est là que ça va se passer. Parce finalement, il se passe rien. Ça n'a pas l'air si pire. C'est toujours comme 10 fois pire dans le feeling. Mais quand tu le regardes de l'extérieur... Parce que vous regardez à chaque soir, hein? Je me trompe-tu? Ouais. Vous regardez votre numéro à chaque soir. On a 2 télés à l'arrière. On en a une qui est en direct, puis l'autre, elle enregistre. On peut enregistrer le numéro qui vient juste de passer. Donc, on sort de scène et on a du temps. Après le numéro, je pense que c'est comme un 5 à 10 minutes qui est vraiment comme bloqué pour cool down. Puis là, on a le temps de regarder ce qu'on vient de faire. J'ai envie de parler des personnages, justement, parce qu'ils sont super importants dans le cirque aussi. Là. Je veux pas utiliser le mot mime pour rien, mais c'est juste parce que c'est des personnages qui parlent pas. C'est plus des sons, des bruits. Chaque personnage est super développé. Puis là, j'ai 2 questions. Je me disais, est-ce que vos personnages ont des noms? Est-ce qu'ils ont vraiment comme une identité de personnalité? Surtout dans Allegria, vous êtes plusieurs, là, petits personnages bleus. Est-ce qu'il y a des archétypes de genre, toi, t'es un peu comme les Schtroumpfs. Là, toi, t'es le personnage triste, puis toi, t'es le drôle.
rôle, puis tu sais, comment sont dessinés puis définis ces personnages-là. Puis là, je lance tout de suite mon autre question, parce que peut-être tu vas en parler, parce que le temps file. Mais je pense que tu m'avais déjà parlé qu'il y a les personnages ont des droits sur leurs blagues, entre guillemets. Tu sais qu'il y a des personnages qui ont vraiment développé une joke là, ou une signature d'enchaînement de mots ou de mimiques qui leur appartient. Puis je me trompe-tu quand je dis ça? Que tu sais, c'est très rattaché à des artistes spécifiquement qui ont développé des gags de personnages de cirque. Là. Je sais pas si je suis claire, là, mais... Je sais pas si je vais répondre à ta question, mais comme dans le personnage, comme je disais, j'ai une latitude X, Y, Z. Il y a certains moments qui sont chorégraphiés et qui sont nécessaires à la plus grande ligne directrice de Allegria. Mais à travers ça, il y a vraiment un rythme que tu vas trouver et des gags ou des jokes, comme des inside jokes, que tu as avec les autres personnes qui sont sur scène. Mais si un jour, tu la files pas puis que tu veux la changer ou tu veux faire autre chose, tu as la latitude d'essayer quelque chose ou de rien faire ou de juste rester dans ta physicalité. Donc... Mais quelqu'un qui reprendrait... Tu sais, parce que tantôt, on a parlé beaucoup d'arriver dans un spectacle qui n'est pas en création puis de reprendre la place de quelqu'un ou de reprendre un rôle. Fait que tu apprends plus le matériel, les acrobaties. Mais mettons, j'ai vu Louisia, justement, cet été, puis il y a vraiment un personnage, tu sais, très clair dans le spectacle. Mettons que lui quitte. Est-ce que la personne qui intègre ce rôle-là doit trouver son propre personnage ou vraiment s'approprier ce que l'autre a créé, tu sais, parce qu'il y a quelque chose de plus personnel. Là, c'est un peu des deux. C'est... Oui, le personnage a une identité XYZ qui est inscrite à quelque part dans une bible de spectacle. Oui. Ouais. Qui a des atouts puis qui fait en sorte que chaque personne qui va le jouer, l'essence du personnage va être là. Mais en même temps, l'individu qui joue le personnage apporte beaucoup à la façon qu'il va le jouer. Dans les dernières années, on a eu dans notre groupe de personnages, on est 5 et il y a eu une certaine rotation et il y a un des personnages qui est joué par 2 artistes. Donc, au début de la semaine, c'est une personne qui le fait. L'autre, moitié de la semaine, c'est l'autre. Et c'était, pour nous, les 4 autres, un ajustement à dire, OK, ben telle personne le fait telle chose de A à B, tandis que l'autre fait telle chose de A à B. Donc, c'est juste de savoir avec qui tu joues pendant le spectacle, puis de te souvenir c'est quoi leur habitude ou leur mouvement. Mais pour en revenir à l'essence du personnage, oui, les 5, on a des lignes directrices et c'est comme il y en a un que c'est le vieux décrépit qui bouge pas vite. Moi, mon personnage, je pense que c'est lui qui est toujours un peu que 2 faces. Dans ta face, il va être super fin, mais de l'autre côté, c'est vraiment comme une personne qui est... tu peux le dire en anglais, si ça misérable et comme qui va chialer sur tout, puis qui... toi, tu t'es retourné le dos, puis je vais parler dans ton dos à l'autre à côté. Il y en a une qui a l'air d'une petite ballerine, fait qu'elle est un peu plus cutie, puis... Mais... elle est vieille aussi, fait que c'est comme l'artiste qui a eu une grande carrière, mais maintenant, elle est déchue. Et puis l'autre, elle a des gros seins, des grosses fesses, fait qu'elle est vraiment plus bimbo et... cartoon. Ouais, Jessica Rabbit. OK. Un peu comme le feeling. Mais à travers ça, la personne qui vient reprendre le rôle va s'inspirer parce que on regarde beaucoup de vidéos avant d'entrer dans un nouveau personnage de la personne qui a joué ce personnage-là. Donc, tu t'inspires de l'essence et de ce que tu vois, mais tu as une latitude très, très, très grande d'insérer ta personne dans ce personnage-là. Ah, cool. Nice. Ça tire à sa fin. Puis on termine toujours avec nos recommandations, tes recommandations culturelles québécoises du moment, mais j'étais curieuse d'y aller un peu autrement parce que, bon, t'es en tournée, fait que tu voyages énormément. Là, si les gens veulent aller te suivre sur Instagram, ils verront. Émilie était comme, je l'ai stalké, mais c'est beaucoup ses fesses. On voit beaucoup tes fesses. J'étais comme, oui, en effet. Là, je cherchais des questions, puis là, j'étais comme, je parle-tu de ses fesses ou...
Les fesses sont très québécoises. Ouais. Mais non, mais t'as des vidéos de power track vraiment impressionnantes là, que les gens peuvent aller voir. Tu partages quand même beaucoup ton quotidien au cirque. Tu es très présent sur TikTok, Instagram. Mais en effet, tu fais voyager tes fesses dans le monde partout et sur toutes les plages. Puis je me disais, en fait, pour ramener aux recommandations culturelles, j'ai envie de l'amener. Quand tu viens au Québec, c'est quoi tes incontournables, d'endroits, de choses à faire, de trucs que tu écoutes ou que tu disais ça me manque, ou pour moi, quand je viens ici, il faut absolument que je fasse ça. Ça serait quoi? Quand je viens ici, mes incontournables, le cabaret Mado ou le cocktail qui ont des shows de drague qui sont plus typiques de la drague au Québec, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Quand j'ai déménagé en Floride puis que je suis allé à un spectacle de drague pour la première fois en Floride, j'étais vraiment comme bouche bée de voir juste comme la performance de je fais 30 secondes de la chanson puis après je me promène de chaque côté de la scène pour ramasser les dollar bills, les tips. J'étais comme mais mon Dieu, quand que je sors à Montréal, c'est vraiment comme des numéros de où la personne fait le 3 minutes de la chanson puis a passé du temps à créer son numéro puis explorer quelque chose que peut-être que je comprendrais pas ou que j'apprécierais pas, mais il y a une... il y a vraiment une culture du drag au Québec qui se distingue de partout. Qui est très, très, très distincte. Et même maintenant, avoir voyagé puis avoir vu des shows de drag au Japon, en Espagne, un peu partout en Europe, la drague québécoise, c'est vraiment là que je vais chercher mon plaisir à aller voir la drague. Donc, j'essaie toujours d'aller une soirée au Cabaret Mado ou au cocktail voir un show de drague. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Aller manger. La cuisine à Montréal, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options de bonne bouffe. Et c'est pas toutes les villes à travers le monde qui ont autant de choix. Donc, j'apprécie aller dans ces restaurants-là qui, je sais que je vais avoir une bonne ambiance, de la bonne bouffe. Puis que tu peux aller manger seul. Je peux aller manger seul. Personne te juge. Je me ferai pas juger. L'autre chose... On va dire l'art culinaire de Montréal. Mais oui. C'est vrai qu'il y a sûrement qu'il y a des endroits que tu voyages dans le monde que la nourriture est plus typique à leur pays, à leur endroit. Puis quand tu reviens à Montréal, c'est comme... T'as un peu de tout. Là. Oui, c'est le fun de retourner. Tu sais, j'ai vu ta story hier, c'était comme t'avais déjà une poutine. Là, mais il y a aussi la variété qui est le fun au Québec, d'avoir des influences d'un peu partout dans le monde. Puis que c'est aussi des gens de partout dans le monde qui sont au Québec aussi pour partager leur culture. Là. Ouais. Puis en restant sur côté bouffe et resto, mais la culture des cafés à Montréal est quelque chose qui me manque beaucoup quand je voyage. Récemment, on a été en Italie, je pense, 5 mois, et leur culture de café, c'est comme des espressos sur le bord du comptoir, en shot, on s'en va. Tandis qu'ici, c'est comme tu peux apporter ton laptop, ton livre, t'asseoir, puis c'est plus focusé sur l'expérience comme complète de l'ambiance, le décor. C'est pas juste j'ai besoin de caféine et... Bye-bye, vite. Oui, c'est ça. Puis, je dirais qu'en Europe, c'est difficile de trouver la même ambiance. OK. Mais je trouve ça le fun. Café, J'aime ça que tu ailles apporter le sujet des dragues. On n'a pas encore parlé de cet art-là, mais c'est vrai qu'il y a plein de petits bijoux de drague à Montréal qu'on pourrait parler dans la prochaine saison. Ben oui, recevoir un artiste de drague, c'est une discipline vraiment à part entière là, de performance. Vraiment. Puis ça l'englobe beaucoup de disciplines artistiques que la personne doit prendre en charge. Ben oui, parce que c'est de la confection de costumes, c'est de la confection, de la création de maquillage, c'est le lip-sync, mais c'est aussi de la danse. Il y en a qui font de l'acrobatie aussi. Ben, du jeu, de l'acting. C'est très polyvalent là, comme discipline. Là. Pour vrai, c'est vraiment une belle rencontre. Merci d'avoir été des nôtres. Vraiment. C'était intéressant. J'ai plein de shows à aller voir. Je vais aller au cirque. Ben oui, moi, en plus, c'est comme je suis tellement fan de cirque, faut que je t'amène. Mais d'ailleurs, parce que j'écrivais un matin mon petit carton, puis je me suis dit que j'allais quand même plugger la compagnie People Watching
de Montréal. C'est des jeunes, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais des jeunes gradués des écoles. Il y a des artistes qui viennent d'ailleurs, mais ils sortent, je pense, pas mal de l'École nationale de cirque ici. Ils ont un récent spectacle qui tourne qui s'appelle Play Dead. Okay. Et je pense qu'ils sont en tournée à l'extérieur du Canada. Puis je t'invite à aller voir ça. Tu les connais-tu? Non, c'est la première fois que j'entends, mais je vais aller... Ben c'est assez récent, là, c'est comme ça. émergent, mais pour moi, c'est comme l'hybride parfait entre une compagnie de cirque et des artistes de danse contemporaine professionnelle. Ils ont des corps et un artistry, que j'ai envie de dire, là, un côté artistique à leur capacité physique d'athlète de cirque. En tout cas, c'est vraiment un beau mariage des disciplines. Ils ont des corps fascinants, ils ont un spectacle de cirque, mais léché, poétique, c'est ça, dans une ambiance un peu plus qui pourrait se comparer à la danse contemporaine. Fait que je vous invite à aller découvrir vu qu'on est dans cette thématique-là. Moi, c'est vraiment à travers Marie-Michel que je continue à être comme... recevoir la culture québécoise. Marie-Michel, puis mon amie Vanessa Duchel. Oui. Les deux sont vraiment bonnes à partager ce qu'ils font, puis les shows qu'ils vont voir. Puis en étant loin de la maison, c'est vraiment là que je vais chercher mes idées. Tu restes connecté avec nous. Oui, exactement. Mais là, c'est beau. De la culture à consommer. C'est vrai que tu consommes plusieurs formes d'art, fait que... Ouais. Puis tu les partages. Oui, ben j'aime bien donc, ça. toutes mes recommandations sont les recommandations à Marie-Michel. Mais Vincent, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. C'était bien fun. Plaisir.